God save the king! Hello, si tu m'entends, dis-toi que t'es la bienvenue. Ici, les femmes et les enfants n'attendent que toi. Hello, yo, hello, je te promets un accueil comme tu n'as jamais eu. Oui, on fera tout pour que tu nous quittes pas. Hello. Tu n'es toujours pas venu et papa vient de tomber. Hello, hello. On me dit qu'il repose auprès de toi. Oui, toi, qu'on appelle la paix. Prends soin de lui, prends soin de lui et qu'il repose avec toi. Bonjour à tous, je suis Pablo Medina, coordinateur du cluster Abri Global au nom de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Nous remercions tous les participants à Lomé et en ligne pour votre participation à ce forum. Nous aurions souhaité pouvoir être à Lomé en personne pour cet événement exceptionnel. Et je suis Seki Hirano, coordonnateur du cluster Abri Global au nom de RCR. Ce forum est une initiative portée par une communauté de practice soutenue par le Global Shelter Cluster. On répond à un besoin clairement exprimé de structurer et fédérer une communauté francophone de professionnels du secteur de l'habitat et des abris en contexte de crise. Il vise à créer un espace d'échange, de réflexion et de coopération pour renforcer des capacités, partager les pratiques et faire émerger des solutions adaptées pour des défis rencontrés dans le contexte humanitaire francophone. Ces forums mettent en lumière l'importance de la dimension régionale et linguistique dans la coordination du secteur abri. Dans un monde marqué par des dynamiques régionales de plus interconnectées, qu'il s'agisse du placement de populations, de pression climatique ou de dégradation des conditions de vie en milieu urbain. Soutenir une approche régionale coordonnée, ancrée dans une langue partagée, devient essentiel. Parmi les 39 mécanismes de coordination du secteur actuellement actifs dans le monde, 10 sont situés
dans les pays francophones. Les personnes ayant besoin d'un abri dans ces 10 pays représentent 21% du total mondial, mais n'ont reçu que 14% de l'enveloppe globale du financement du secteur abri. Il est également important de noter que dans ces pays, bien que le budget demandé par personne ait déjà été estimé 40% en dessous de la moyenne mondiale. Avec le financement reçu en 2024, on ne pouvait contribuer à la couverture de besoins et abri des articles essentiels ménagers qui, avec 25 $ américains par personne. Cela met en évidence non seulement une faible couverture, mais aussi un financement disponible par personne nettement inférieur dans les pays francophones. Soulignons du point et l'importance stratégique de cette communauté dans les réponses humanitaires mondiales. Le Global Shelter Cluster réaffirme à travers ces forums son engagement en faveur de la localisation et du renforcement des capacités locales. Le forum permet aux praticiens du terrain, institutions nationales, autorités locales, ONG et partenaires techniques de se retrouver pour partager leurs expériences utiles et pratiques. Il offre aussi l'opportunité de réfléchir collectivement dans un contexte de raréfaction de financements humanitaires, aux adaptations nécessaires pour assurer des réponses durables face à l'ampleur croissante des besoins en matière de logement, d'habitat et d'infrastructures de base dans le contexte de crise. En accueillant ce forum, l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme contribue à renforcer les liens entre le secteur humanitaire shelter et le monde académique. Cela permet une large participation d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs francophones et ouvre la voie à une réflexion sur la formation de futurs architectes et urbanistes dans les pays francophones. Dans un monde confronté à des défis structurels tels que déplacement massif de population, urbanisation non maîtrisée, croissance démographique rapide, multiplication de catastrophes naturelles et adaptation au changement climatique, il est fondamental de préparer la prochaine génération de praticiens aux réalités du terrain. Nous saluons à ce titre l'organisation d'un concours d'idées en architecture d'urgence lancé par l'École africaine des matières de l'architecture et de l'urbanisme à l'occasion du forum, centré sur l'hébergement des populations déplacées. C'est une initiative à la fois symbolique et stratégique qui incarne l'esprit du réseau Habitat d'urgence francophone. Ce forum ne constitue pas un événement isolé, mais s'inscrit pleinement dans la stratégie globale du Global Shelter Cluster. Renforcer les échanges régionaux, améliorer la qualité des réponses par la contextualisation et favoriser l'échange de connaissances dans plusieurs langues. Les discussions, les recommandations et les outils issus de ces forums viendront nourrir les autres communautés de pratiques du Global Shelter Cluster et contribueront aux différents axes stratégiques en cours, notamment sur la localisation, le changement climatique, la coordination urbaine ou encore l'anticipation des crises. Nous remercions l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme pour son accueil et nous saluons la mobilisation de nombreux participants du forum, issus de contextes variés mais confrontés à des enjeux similaires. Ce forum est le vôtre. Nous espérons qu'il favorisera des connexions durables
encouragera le partage d'expertise pour nourrir l'innovation et inspirera de nouvelles collaborations. Nous vous encourageons vivement à rester engagés dans cette dynamique. On contribue activement au réseau francophone des abris d'urgence et en participant aux initiatives du Global Shelter Cluster. Je voudrais conclure en remerciant tout particulièrement Antoine Barbier et Lucas Ginoliac pour leur contribution personnelle et leur solidarité envers cet groupe. Nous remercions toutes les organisations qui sont fournies tant d'efforts pour faire de cet événement une réalité. Nous vous souhaitons un événement formidable et agréable. Merci beaucoup. Dernière année. Malheureusement, on voit qu'on trouve 4 pays qui vont être très présents parmi les forums, la République démocratique du Congo, le Cameroun, Burkina Faso et Mali. Nous les trouvons dans les 5 années parmi les 10 pays les plus négligés au cours de l'année. Mais si on fait attention, dans l'année 2021, c'était la liste composée que des pays africains. Et si on voit la dernière qui a sorti il n'y a pas longtemps, les 2024, les 6 premiers pays de la liste sont aussi africains. C'est simplement pour dire qu'une fois la crise est caractérisée de situations négligées, est vraiment difficile de sortir de la suivante. Et que nous avons des défis spécifiques dans ces groupes de pays qu'on va être en travaillant pendant ces forums. Et comme on a parlé avant de l'éclipse oubliée d'ECO, c'est que lui, eux, font les destinations de 15% de leur budget. On voit aussi comme l'Haïti a été plusieurs années présente dans la liste. Un autre pays qu'on va en parler pendant cette forum. Et suivante. Simplement pour finaliser à ce moment-là, et avant de passer la parole à mes collègues, et mettre l'accent sur la corrélation qu'il y a entre les crises prolongées et les crises négligées. La plus une crise dure dans le temps, il y a plus de tendances d'être oubliées. Il y a plus de difficultés de recevoir les supports qui est nécessaire. Et de l'autre côté, en même temps, si le financement est insuffisant, les réponses pour la réponse humanitaire ont risque aussi de tomber sur une crise qui va être prolongée. C'est très difficile de Là, des pays qu'on a parlé avant, les Burkina Faso, l'Amérique, République démocratique du Congo, le Mali, le Niger, République centrafricaine, Tchad et Haïti.
sont des pays où nous travaillons. C'est pour ça que nous avons une formation pour actualiser. Et que de façon récurrente sont dans ce type de situation, de crise prolongée, de crise prolongée. Je vais passer la parole à Pascal. En fait, ce qu'on a remarqué de plus en plus, c'est qu'on a des catastrophes naturelles dans les pays en conflit. Donc, il y a aussi un système de coordination, HCR, qui est pour les pays en conflit. On peut avoir aussi d'autres organisations comme l'IM, normalement la fédération qui s'occupe dans les désastres. Juste pour vous informer par rapport à ça, on a de plus en plus de catastrophes naturelles dans les lieux de conflit. Donc, il y a des collaborations, des accords entre les agences. On a vu en 2024, il y a eu plus de 16 millions de personnes affectées par les inondations. Vous pouvez le voir principalement en Afrique francophone, mais aussi au Mozambique, aussi au Yémen, et aussi en Haïti, qui est un autre pays francophone. Suivant. Par rapport à d'autres pays, il y a aussi Madagascar, aussi pour dire que les pays qui sont coordonnés par la Fédération internationale Croix-Rouge, souvent les gouvernements ont repris le système. Donc à Madagascar, c'est le gouvernement qui a repris le système et on est en soutien. On a aussi d'autres pays comme le Bangladesh, les Philippines. On ne va pas en parler parce qu'ici on est là pour le francophone, mais juste pour aussi vous informer, il y a eu plus de 12 millions de personnes affectées par les inondations dans ces pays, principalement Bangladesh. Plus de 10 millions de personnes en 2024 dues aux torrentielles et aussi aux cyclones. Et aussi les Philippines, qui est un pays où chaque année, il y a des catastrophes naturelles, comme Madagascar. Ici, même si on n'a pas vu mentionner ici, Madagascar est un petit peu un pays qui est rarement aussi aidé financièrement, car chaque année, il y a des cyclones et des tempêtes, comme le Mozambique, où le cluster est géré par OIM et la fédération elle en a. Vous pouvez voir aussi sur cette carte les pays à faible indice, donc mondialement. On va passer à la prochaine. Et sur cette carte, c'est en fait où les clusters sont actifs. Donc, comme vous pouvez le voir, par rapport aux couleurs, l'indice, le plus poussé sont les niveaux les plus hauts et les plus clairs, les plus légers. Comme on voit, les clusters qui sont actifs sont la plupart en Afrique et quelques-uns en Amérique du Sud. Vous pouvez voir en Ukraine, aussi en Turquie, en Asie, le Pacifique. Je passe la parole à Alex qui va vous donner plus de détails sur ces inondations. On vous rappelle juste, si vous allez au stand du cluster mondial abri, il y a une brochure sur les inondations qui a été traduite en français. Donc, que vous pouvez télécharger et on aura aussi nos collègues d'OIM qui en parleront. Merci. Merci Pascal. Merci moi-même. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les défis sont vraiment majeurs pour le cluster parce que, comme a parlé Pascal, il y a les inondations et on a aussi le nombre de déplacés de force qui augmente depuis une décennie. Vous voyez sur ce graphique, en 2015, il y a 10 ans, le nombre de déplacés a doublé pratiquement. Aujourd'hui, les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés montrent qu'il y a 123 millions de personnes qui ont dû quitter leur maison dû au conflit. En vert, vous voyez les personnes qui sont déplacées internes à l'intérieur de leur pays. Et en bleu, les personnes qui ont dû quitter leur pays. Donc, pour le cluster, c'est vraiment un défi majeur d'avoir cette augmentation de personnes déplacées. Suivant. Un autre défi, ce sont les personnes affectées par les catastrophes. Ici, on a compilé les données des personnes affectées par les inondations depuis le début du siècle. Et vous voyez qu'au début du siècle, on parlait de centaines de milliers de personnes affectées, alors que là, en 2024, on parlait de millions de personnes.
Ici, ce sont uniquement les pays francophones. Donc, un nombre croissant de personnes affectées par les catastrophes. Suivant. Bien sûr, quand on a plus de déplacés et comme on a plus de personnes affectées par les catastrophes, les besoins en termes financiers explosent. Vous voyez en bleu les besoins financiers du cluster. Et en rouge, vous voyez les financements qui ont été reçus. On avait une petite augmentation constante, mais elle n'augmente pas du tout au même rythme que les besoins. En 2025, les projections sont plutôt alarmantes. On avait une augmentation légère année par année, mais en 2025, probablement que les financements vont être réduits et de façon importante. Donc ça, c'est un autre défi auquel nous faisons face. Suivant. Alors, quand on répond aux crises humanitaires, on répond avec plusieurs solutions. Une des premières solutions, ce sont les biens non alimentaires, comme des couvertures, des seaux, des protections en plastique, des ustensiles de cuisine. Et on répond aussi avec des abris. Alors, il y a différentes solutions, des solutions qui sont locales, avec des matériaux locaux. Lorsque les matériaux locaux ne sont pas disponibles, on va utiliser d'autres outils comme les bâches en plastique. Et ce qu'on peut faire en général, bien sûr, c'est avoir des solutions plus durables pour les personnes affectées par les différents conflits ou catastrophes. Suivant. Malheureusement, en termes de financement, construire une maison, ce n'est pas le même prix que construire un abri temporaire. Et le principal de l'aide fournie en 2025 est sous forme d'articles ménagers essentiels, donc ce que je parlais, les couvertures, etc. On a aussi, là, on est en millions d'abris, d'articles ménagers. Vous voyez, en deuxième, ce sont plutôt les abris d'urgence. Et en bas de la liste, vous avez tout ce qui est abri durable. Donc vraiment, pour des raisons financières et aussi parce que notre objectif est de sauver des vies, on se focalise plus sur la réponse d'urgence. Suivante. Un des esprits qu'on essaie de diffuser, c'est vraiment qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Il y a une étude qui a été faite par nos collègues au Yémen qui montre que mettre en place des activités de réduction de risque de catastrophe, de prévention, coûte beaucoup moins cher que de répondre à des crises ici. L'exemple des inondations. Puisque quand on a une inondation, souvent il faut reconstruire la maison, les personnes perdent leur travail, leur source de revenus, ils ont besoin d'aide alimentaire, ils se déplacent, donc s'ils vont dans d'autres régions, ils vont avoir besoin d'écoles, etc. Donc, le coût de la réponse est beaucoup plus élevé. Donc, vraiment, nous, on encourage les acteurs à aussi travailler sur la réduction des risques de catastrophe. Suivant. Avec ce constat, on a mis en place une stratégie au niveau global qui donne des orientations. Bien sûr, ces orientations sont plutôt générales, puisqu'on veut que chaque pays ait sa propre stratégie adaptée au contexte, adaptée aux circonstances locales. Mais les grandes orientations de la stratégie, c'est vraiment de promouvoir une approche intégrée, c'est-à-dire qu'en plus d'un abri, on doit avoir des systèmes d'assainissement d'eau, de l'assistance alimentaire, etc. On ne peut pas séparer les choses, il faut que l'approche soit intégrée. On doit aussi limiter notre impact environnemental. Vous savez que la construction nécessite des ressources, du bois, etc. Et il est vraiment important que la réponse humanitaire prenne en compte cet aspect-là. L'un des points importants aussi, c'est vraiment de créer des conditions de vie sûres, sécurisées. L'abri, c'est vraiment un système de protection pour protéger les personnes. Et il est aussi très important de planifier le relèvement
avec une vision sur des solutions durables dès le début. Quand on a par exemple un site de déplacé, on ne peut pas juste mettre les tentes comme ça. Il faut penser que peut-être ce site deviendra quelque chose un peu plus durable. Il peut durer peut-être des années, voire des décennies. Et donc, il faut prendre ces concepts de solutions durables dès le début, dès le début de la réponse humanitaire. Donc, ça, c'est vraiment l'idée d'avoir un impact étendu, pas uniquement sur le shelter, sur l'abri. Ensuite, on veut avoir aussi une atteinte optimale, c'est-à-dire qu'on est, avec les ressources de financement qui sont réduites, il faut fixer des priorités. On est obligé de faire des choix, malheureusement. Et on doit aussi améliorer le ciblage. Quand on parle de ciblage, c'est vraiment d'aider les personnes les plus vulnérables, puisque les ressources financières sont limitées. Il faut toucher ceux qui ont le plus besoin et ceux qui n'ont pas la capacité de se relever. Et aussi, un de nos autres objectifs, c'est vraiment d'augmenter la couverture humanitaire. C'est, par exemple, avec une assistance monétaire plutôt qu'une assistance en biens. Si on donne de l'argent aux gens, on peut avoir quelque chose de plus efficace qui permet de répondre à peut-être plus de gens, tout en aussi répondant vraiment à leurs besoins spécifiques, puisque ce sont eux qui achètent les biens dont ils ont besoin. Voilà en gros les grosses orientations du cluster. Vous trouverez plus de détails sur le site web du Shelter Cluster avec la stratégie, etc. Et nous sommes aussi là disponibles si vous avez des questions pour mieux comprendre ce que fait le cluster et comment on soutient les organisations humanitaires sur le terrain. Je vous remercie. Et maintenant, je vais passer la parole à Lucas. Merci, chers collègues du cluster Abri Mondial. Mesdames et messieurs, chers collègues, Ndi, Ofoan. Je m'appelle Lucas, je travaille pour Catholic Relief Services et je prends la parole au nom du comité du réseau d'habitat d'urgence francophone. On peut voir la diapo, s'il te plaît, Jean-Claude. Merci. Un comité composé d'un groupe d'organisations humanitaires représenté ici par Antoine de l'Organisation internationale de migration, par Olivier et Christian de Cratère, de Xavier de la Croix-Rouge française, Pascal et Alexandre du cluster Abri mondial et Ben du cluster Abri du Niger. Nous sommes réunis ici dans un contexte humanitaire mondial sans précédent. Un contexte où les crises où les besoins explosent, où malheureusement les financements se réduisent considérablement. Un moment paradoxal, oui, mais qui peut devenir aussi un moment fondateur. Une opportunité d'améliorer notre réponse humanitaire si nous décidons d'agir autrement selon les approches et les stratégies les plus efficaces. Ces forums n'est donc pas seulement l'occasion de donner la parole à des contextes trop souvent oubliés, mais comme nous l'ont expliqué il y a peu les collègues du cluster Abri mondial, mais il représente surtout une proposition de dialogue mieux coordonnée, fournir des outils et soutenir plus efficacement les acteurs francophones qui s'occupent de l'abri d'urgence. Alors, pour bien poser les cadres de ces 3 jours de travail, et juste quelques minutes pour vous expliquer comment ce réseau a été constitué, quels sont les objectifs de ces 3 jours de travail qu'on vous propose, et pour finir, on va parcourir l'agenda ensemble pour voir qu'est-ce qui nous attend. Alors, pourquoi ces réseaux? Ce n'est pas par hasard. Il a été constitué pour combler une manque. Il est né d'un constat partagé, tant sur le terrain que dans les institutions, et analysé dans les plusieurs rapports de référence, comme ils viennent de nous montrer nos collègues de cluster Abri mondial. Aujourd'hui, les crises dans les pays francophones sont parmi les plus nombreuses, les plus durables, mais aussi les plus invisibles, ils ont dit les plus silencieuses, et pour conséquence, le moins financier.
À cela s'ajoute une autre difficulté. Les acteurs francophones sont rarement autour de la table quand il s'agit de discuter des standards de pilotage de la réponse ou des répartitions des ressources. Résultat, c'est toute une chaîne opérationnelle de coordination, de financement, d'expertise qui s'en trouve fragilisée. Et donc, les acteurs du secteur, ceux qui sont en première ligne pour répondre et mettre en place les programmes, et les plus vulnérables, évidemment, disposent donc moins de capacités qu'ailleurs. C'est donc pour répondre à ces déséquilibres que ces réseaux d'habitat d'urgence francophones a été constitué. Pour fédérer les compétences, pour donner la visibilité aux textes francophones, pour renforcer les capacités techniques et institutionnelles, pour mieux relier les réalités du terrain avec les stratégies globales. Et surtout, pour promouvoir une localisation plus ambitieuse et renforcer les confiances entre les acteurs locaux, les bailleurs de fonds et les agences internationales. Jean-Claude. La prochaine. Au cours des dernières années, les groupes de pilotage ont animé la communauté francophone à travers des échanges thématiques, des retours d'expérience et surtout 12 webinaires d'une demi-journée qui ont réuni en moyenne 150 participants en ligne. Vous pourrez trouver aussi les matériaux de ces moments de réunions en ligne dans le site web du Cluster Abri Mondial. Et donc, ce forum, aujourd'hui, c'est la suite logique de cette dynamique collective. Ce forum va être une plateforme de travail, de dialogue et de décision. D'abord, c'est un moment de partage d'expériences, de pratiques prometteuses, innovantes, mais aussi des grands défis du terrain. Ensuite, c'est un moment de plaidoyer collectif. Nous devons affirmer haut et fort que les crises francophones comptent, qu'elles doivent être visibles, documentées, financières. C'est une responsabilité partagée. Et enfin, c'est une étape stratégique pour notre réseau. C'est grâce à votre contribution, nous allons actualiser notre note d'intention, notre, on peut dire, manifeste, notre feuille de route commun pour clarifier ce que nous voulons faire ensemble dans le futur, et comment. Ce feuille de route sera notre mission. Il va énoncer des actions concrètes, des acteurs responsables, des échéances, et surtout, elle va créer une continuité entre les membres du réseau. Et là, nous pouvons percevoir un défi important qui consiste à donner la suite à ce forum. Oui, parce que s'approprier collectivement de cette initiative afin de créer un engagement durable, de faire de ces réseaux une référence francophone crédible, stratégique, opérationnelle et académique. Enfin, pour nous, c'est vraiment un moment de rencontres humaines. Et il y a aussi des ONG, des institutions, des chercheurs, des étudiants, des organisations internationales, des institutions financières qui viennent de plus de 20 pays du continent d'Afrique, mais aussi de l'Europe et bientôt même d'Haïti, de l'autre côté de l'océan. Donc, c'est une multitude de participants. Et ça, c'est une diversité précieuse qu'il faut en profiter pleinement. Voilà, je veux terminer avec l'agenda, juste pour voir ensemble qu'est-ce qui nous attend. Et alors, au long de ces jours du forum, vous découvrez les études des cas venant du terrain et des présentations des chercheurs, des doctorats, d'institutions qui font les liens entre la connaissance et l'action, entre la théorie et la pratique. Ces études des cas et des presentations sont regroupées autour des 10 thématiques que nous avons retenues en lien avec les grands défis actuels
et les axes du travail du secteur abri. Chaque session thématique durera environ une heure avec 2-3 présentations. Alors, l'après-midi, après la pause déjeuner, va commencer à tout à l'heure avec un sujet qui est le lien entre l'habitat d'urgence et les changements climatiques. Après, nous aborderons ensuite l'utilisation des transferts monétaires dans l'aide humanitaire et les formidables potentiels que cette approche représente dans une économie de marché désormais globalisée. Demain, dans la matinée, ça sera entièrement consacré au financement de l'habitat humanitaire dans un contexte de plus en plus contraint. Et cette déroulera 2 temps qui sont distincts mais complémentaires, avec d'abord une table ronde sur les adaptations stratégiques observées dans la coordination des clusters abris, suivie par une discussion en plénière. Et enfin, 3 études de cas qui mettront en lumière des mécanismes de financement innovants. Dans l'après-midi, nous aborderons les thèmes de l'auto-reconstruction, les cultures constructives locales, la localisation, avec un regard sur la transition entre l'urgence et des solutions durables. La dernière partie de cet après-midi, ça sera une interaction avec tous les participants grâce à un outil Internet qui s'appelle Mura, qui permettra également à ceux qui sont en ligne de partager leurs propositions et commentaires sur les thématiques présentées. Le dernier jour du forum, dans la matinée, aura comme thème cruciaux de la réponse humanitaire les approches et méthodes de travail intersectoriel, le déplacement des populations en milieu urbain et les questions liées aux aspects fonciers en contexte d'urgence. Et voilà, donc nous arriverons à la dernière après-midi de notre forum avec 2 moments très importants. Tout d'abord, un moment inspirant qui mettra en lumière les projets des étudiants d'Arvera de concours d'idées sur l'architecture d'urgence qui a été organisé par l'EMAU. Et après, nous vous proposons des ateliers participatifs au cours desquels, oui, votre participation est vraiment sollicitée afin de stimuler la réflexion et générer tout ensemble des propositions concrètes pour l'avenir du réseau. En parallèle à des sessions plénières et des ateliers, nous vous invitons à visiter l'exposition organisée dans la hall. Vous avez déjà eu un coup d'œil dans la matinée, où il y a pas mal de sélections de travaux sélectionnés. Et je vais conclure et permettez-moi juste 2 mots sur les lieux qui nous accueillent. Parce que nous sommes très honorés et profondément reconnaissants d'être ici à Lomé, dans les murs de l'école d'architecture des métiers et de l'urbanisme, école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, pardonnez-moi, qui est une école inter-État à l'échelle de toute l'Afrique francophone. Ce n'est pas anodin, c'est un symbole très fort. La dimension régionale, le socle linguistique commun, les ponts entre les disciplines et entre les générations, tout cela résonne profondément avec la vocation du réseau Habitat d'urgence francophone, qui vise à créer des liens, renforcer notre capacité collective et faire face aux crises, et surtout à donner une vie à un espace francophone d'échange et de coopération dans les domaines de l'habitat d'urgence. Et entre ici, c'est également affirmer l'importance du dialogue entre les mondes universitaires et les secteurs humanitaires, avec la pleine participation des jeunes comme vous qui sont incarnent pas seulement l'avenir, mais on sait bien, représentent sur ces continents une majorité qui peut faire la différence. Ah oui, la moitié de la population de la région d'Afrique a moins de 20 ans. Donc, je vous souhaite un bon forum et d'excellents travaux à toutes et tous.
Et je dirais qu'on peut se retrouver après la pause à 1h30